101 jours nous séparent du premier tour des élections municipales, un peu plus de 3 mois, et 880 maires qu'il nous faudra élire en Alsace, alors que les candidats se dévoilent, que les partis se préparent. L'échéance représente pour certaines organisations politiques un défi de taille. C'est une élection compliquée pour le Rassemblement national. Ce sont les mots récents d'un cadre du parti. Reste que Marine Le Pen espère, dit-elle, prendre un maximum de villes en mars prochain. Un projet de conquête locale ambitieux. Seulement une dizaine de communes françaises ont actuellement un maire RN, dont une seule de plus de 100 000 habitants, c'est Perpignan. À Strasbourg, c'est l'eurodéputée Virginie Joron qui porte la liste du Rassemblement national. Comment la candidate compte-t-elle s'y prendre pour renverser les dynamiques électorales du passé qui ont rarement fait rimer Rassemblement national avec victoire au municipal? Quelles sont ses intentions pour Strasbourg? Avec quelles priorités et quel entourage? Quels arguments aussi pour remporter la majorité des suffrages dans une métropole où le RN ne fait traditionnellement pas ses meilleurs scores à l'échelle de l'Alsace? Virginie Joron est notre invitée ce soir dans Alsace Politique. Bonsoir Virginie Joron. Bonsoir. Vous êtes donc députée au Parlement européen, membre du groupe Patriotes pour l'Europe et donc candidate aux élections municipales à Strasbourg. Avant d'en venir à cette échéance, une question d'actualité qui a fait l'actualité aujourd'hui en Alsace. Cette banderole déployée hier par le collectif Némésis sur la place Kléber à Strasbourg, qui établit un lien entre viol et immigration. Vous l'avez sans doute vu aujourd'hui, beaucoup de gens de la classe politique alsacienne ont réagi, beaucoup pointant le racisme de cette banderole selon eux. Quelle est votre réaction à cette actualité? Alors moi je pensais d'abord qu'on avait parlé d'une autre actualité, c'est celle de l'accès au marché de Noël qui est payant par rapport à un candidat LFI qui a annoncé qu'il fallait payer 10 €. Alors on y viendra juste après parce que ça c'est de la fiction pour l'instant. Voilà, mais c'est aussi une polémique, comme notre polémique, c'est d'avoir retrouvé un pistolet au centre-ville. Un autre sujet, l'actualité aujourd'hui, c'est cette banderole. Depuis quelques heures, effectivement, tout le monde rebondit sur cette actualité. J'ai vu cette banderole comme tout le monde. Il y a des chiffres qui m'interpellent et donc ça pose effectivement 3 thèmes. Quand on fait ce type de communication, ça porte un message. Moi, dans ce message, il y a 3 thématiques qui sont mises en avant et qui sont d'une importance capitale. La violence faite aux femmes. Et là, pour le coup, les chiffres, comme vous êtes aussi journaliste, je pense que vous êtes allé vérifier, 6500 viols ou agressions sexuelles commises par des étrangers, donc ça doit nous interroger. Le second thème, c'est l'immigration, immigration irrégulière. Puisque moi, je vais vous donner un exemple concret. J'ai rencontré une des femmes qui, des fois, a rencontré ce collectif Némésis. Elle s'appelle Claire Géronimi, qui a été violée par une personne qui était en situation d'immigration irrégulière, qui était sous 2 OQTF et qui a quand même violé 2 jeunes femmes. Donc, il faut s'interroger par rapport à ce message. Et le troisième aussi, c'est la thématique de la liberté d'expression. Tout le monde s'offusque aujourd'hui de la banderole, mais personne s'est offusqué il y a quelque temps quand Mme Barzéguian a illuminé la mairie avec les couleurs de Gaza. Et pourtant, pour le coup aussi, c'était un trouble manifeste à l'ordre public. Là, nous avons effectivement depuis quelques heures une espèce de montée en puissance de différents communiqués de la part des candidats. Mais évidemment, on est en campagne municipale. Et au lieu de parler du message, je pense qu'il faut aller au fond du dossier. Pourquoi ces jeunes femmes aujourd'hui manifestent ce type de message qui soulève un problème de viol et notamment une nouvelle problématique qu'on a sur la table, c'est la nouvelle définition du viol. On a remis en question notre définition en matière pénale qui était assez claire et au niveau européen, on a voulu redéfinir la notion de viol avec la notion de consentement et on se rend compte aujourd'hui qu'il va y avoir des difficultés à mettre en œuvre cette nouvelle notion et qui va peut-être permettre aussi à des victimes de finalement ne pas défendre leurs droits. Donc oui, c'est un thème qui est important. Le message, il est fort, mais il faut qu'on l'entende nous aussi en tant que responsables. Donc pour vous, politiques. c'est un message qu'on doit entendre. Elles ont fait preuve de liberté d'expression, elles ont exercé leur liberté d'expression. Ces jeunes femmes qui ont été... Oui, je pense que c'est une manière de parler d'un sujet que personne ne veut pas voir. Donc pour vous, ce message, il est important de le passer et vous, vous souscrivez à ce message parce que vous évoquiez des chiffres, il y en a d'autres, vous le disiez, je suis journaliste, effectivement, ça fait partie de beaucoup de choses. 87% des auteurs identifiés de violences sexuelles sont de nationalité française, 87%. C'est ce que j'ai dit. Donc, et par ailleurs, 2 tiers des femmes agressées le sont par une personne qui est proche de leur entourage. Sur 50 000 viols ou agressions, on a 6500 effectivement qui
qui sont qualifiés. 87%, l'immense majorité, ce sont des Français. Ils veulent se focaliser sur cette problématique parce qu'il y a des faits réels et quand ça vous touche personnellement, dans les 6500, vous avez des visages. Là, vous avez celui de Claire Géronimi. Eh bien, moi, j'ai rencontré cette femme au Parlement européen. On doit aussi entendre cette problématique et surtout, on doit faire en sorte qu'il y ait zéro viol. Donc, c'est tout. Simplement, et nous sommes, je pense, d'accord sur ce constat-là. Si vous étiez, vous, maire de Strasbourg aujourd'hui, très concrètement, cette banderole déployée hier en plein marché de Noël, vous auriez fait quoi? Je pense qu'elle n'est pas appropriée parce qu'on est dans un esprit de Noël et que je préfère, moi, avoir ces jeunes femmes à la mairie autour d'une table ronde et qu'on puisse mettre en œuvre une stratégie, un plan d'attaque pour accueillir ces femmes qui sont victimes de viols ou d'agressions sexuelles. Excusez-moi du peu, quand je vois Madame Barzébian qui monte au créneau sur cette banderole, alors que pendant 3 ans, elle a tué son cas de harcèlement par son adjoint. Encore aujourd'hui, il y a une enquête qui est en cours. Donc il faut arrêter ce double discours et ne pas profiter d'une pauvre banderole, effectivement, qui n'est pas appropriée parce qu'on est dans un esprit de Noël, on est dans un esprit de fête, on est dans un esprit de partage et de fête. Donc effectivement, c'est peut-être pas judicieux. Mais moi, je préfère effectivement quand même écouter le message et accueillir ces femmes. Sur le fond, il ne s'agit pas pour vous ni d'une incitation à la haine, ni de quoi que ce soit, qui sont des délits. C'est factuel. Les 6500 sont et les 87% sont également factuels. Ils ont communiqué sur cette problématique. Il y a des OQTF. Sur 140 000 OQTF, vous avez entre 10 et 20% qui sont faites. Je suis allée la semaine dernière au CRA, ici à Strasbourg. C'est plein. Et effectivement, ils ont des difficultés à renvoyer ces immigrés qui sont en situation régulière et qui ont posé problème parce qu'ils souvent sortent de prison. Et finalement, c'est aussi une question de sécurité pour nous ici dans notre territoire, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de ce type de harcèlement, de viol et de futures victimes. Et sachant que le lien entre viol et immigration n'est pas établi puisque 87% des agresseurs sont de nationalité française. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction du candidat Horizon à Strasbourg, Pierre Jakubowicz, qui aujourd'hui a estimé que cette banderole, c'est, je le cite, une preuve de plus que l'extrême droite n'est pas et ne sera jamais compatible avec les valeurs qui sont celles de Strasbourg. Quelle est votre réaction à la politique politicienne de bas étage? C'est pas à la hauteur d'un élu de la République. Il reprend des termes qui sont normalement utilisés par l'extrême gauche. Libre à lui. Alors on repart, on refait le fil pour se reprojeter une nouvelle fois sur les élections de mars prochain. Vous êtes donc candidate. Pourquoi, Virginie Joron, une candidature aujourd'hui ? Moi, ça fait des années que je suis installée à Strasbourg et que j'aime ce territoire. Je viens effectivement du sud de la France et petit à petit, je me suis intégrée ici. J'ai vu ma fille grandir, j'ai vu ma maman partir et j'aime cette ville plus que tout. Je me suis engagée en politique assez tard, à 40 ans. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des mandats, au fur et à mesure d'être sur le terrain, j'ai vu effectivement qu'il y avait une attente d'une partie des électeurs pour aller plus loin, pour aussi les représenter sur Strasbourg. Donc c'est un engagement politique qui a été très tard, puisque je viens de la société civile. Et au fur et à mesure des mandats, au fur et à mesure aussi de la crise que nous connaissons, eh bien, je me suis dit, alors maintenant, on va aller plus loin. J'ai été conseillère régionale, présidente du groupe ici à la région Grand Est. Je suis deuxième fois député européen, donc je suis souvent ici entre Strasbourg et Bruxelles. Et je me dis que pour Strasbourg, que j'aime vraiment profondément, et même vous avez mis la photo du Parlement, et qui est pour moi aussi un siège à défendre. Donc c'est pour cette raison que je me présente. Et donc, si vous êtes élu en mars prochain, vous choisirez le mandat local, le mandat de maire? Bien sûr, sans aucun doute. Pourquoi ce choix? Simplement parce que, vous le disiez, vous avez grandi dans le sud de la France, l'attachement... C'est toute ma vie en fait, Strasbourg, c'est là où je vous dis professionnellement j'ai grandi, c'est là où j'ai eu ma fille qui a grandi, j'ai vu ma maman partir et c'est vrai qu'elle a cette spécificité qui est unique. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai été choquée par voir cette beauté, en fait, et aussi ce contraste entre l'Allemagne, la France. On voit qu'il y a eu cette histoire qui est très particulière, ce droit local, ces gens aussi qui sont très, très attachants. Au début, c'est un peu froid, puis après, au fur et à mesure, une fois qu'ils vous ont accepté, en fait, c'est à vie. Et c'est le sentiment que j'ai. Et c'est vrai que tout ce que j'ai vu et tout ce qu'elle m'a donné, cette ville, eh bien, pour moi, c'est une peine de voir comment aujourd'hui on voit Strasbourg, comme elle s'est dégradée. Parce que c'est mon bilan, mais il est aussi
partagé par beaucoup de Strasbourgeois, et c'est pour cette raison aussi que j'ai appelé ma liste Sauver Strasbourg, pour cette raison, parce que j'ai bien vu depuis 25 ans cette dégradation. En plus, pour la petite anecdote, moi quand j'étais étudiante en droit à Nice, j'ai fait un DESS qui s'appelle Police, Sécurité et Crise de l'État de droit. Non, ça c'est mon mémoire, pardon, Crise de l'État de droit et violences urbaines. Et je me rappelle que pour faire ce mémoire, j'étais partie sur les cas d'incendie de voitures, puisque Strasbourg était le championne de France. Et donc j'ai commencé mon mémoire en prenant l'exemple de Strasbourg. Là où vous avez passé votre enfance à Fréjus, il y a un maire RN depuis plus de 10 ans maintenant. Ouais. Il s'agit de David Racheline, qui a été un des premiers maires RN jeune, ouais. Au début des années 2000, en 2014, pardon. Il est dans l'actualité aussi en ce moment depuis quelques jours. Il est visé par plusieurs procédures judiciaires et il a annoncé avant-hier sa démission de la vice-présidence du parti, quelques heures après une interview de Marine Le Pen chez nos confrères de BFM TV, où elle disait espérer qu'il ne soit plus vice-président. C'est votre parti. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette affaire? Écoutez, moi, si Madame Marine Le Pen a pris cette décision et si David Racheline l'a aussi prise de son côté, moi, je n'ai rien à dire. C'est-à-dire que la gestion d'une mairie, effectivement, demande beaucoup de qualité et beaucoup d'action. Et si aujourd'hui il y a un cas judiciaire et si demain il devait être condamné, eh bien c'est la meilleure des solutions est celle-ci. Mais voilà, il faut attendre que la justice passe et qu'en attendant, peut-être, se mettre en retrait est plus opportun. Mais pour en revenir sur des mairies, vous prenez l'exemple de David Racheline, mais comme vous l'avez évoqué en début d'interview, il y a des villes comme Perpignan où on va avoir un bilan, moi j'ai déjà commencé à regarder le sien, qui est très positif. Et puis vous avez aussi un autre curseur, c'est la réélection de certains maires. Hénin Beaumont à plus de 74%. On a surtout Hayange ici dans le Grand Est qui a été réélu à plus de 63%. Donc voilà, il faut contrebalancer peut-être une situation qui est peut-être unique et on verra ce que dira la justice. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous parliez de justice et parlons aussi de Louis Alliot, parce que vous le disiez, il est le maire de Perpignan. Il a été condamné pour détournement de fonds publics pour son mandat de député européen entre 2014 et 2017. Il a fait appel, donc ça se sera en début d'année 2026. Pour le coup, d'après vous, c'est OK qu'il se représente en 2026, puisque vous parliez de David Racheline à l'instant. Moi, je fais confiance. Je fais confiance en la justice, mais nous avons quand même pas qu'un sentiment. Nous avons en face de nous une justice qui est de plus en plus politique. Moi, je suis député européen. Je sais ce que font le travail des assistants parlementaires. Et nous sommes dans une énergie où tout est fait contre nous. Les assistants fictifs, ils ont été mis en avant. Aujourd'hui, effectivement, il y a la saisie d'un appel parce qu'effectivement, on veut une requalification. Mais en politique, vous savez très bien que nous n'avons pas un agenda comme tout le monde. C'est-à-dire que les assistants peuvent travailler toute la journée jusqu'à minuit. Et puis le week-end, il y a un tsunami. Le week-end, il y a un tremblement de terre. Le week-end, il y a un attentat terroriste. Et donc, on fait appel à eux. Donc effectivement, le politique, c'est à partir de quand on a la veste du député européen ou à partir de quand on a une veste d'un cadre politique quand on est numéro 1 ou numéro 2 du parti. C'est très difficile à définir. C'est pour cette raison d'ailleurs que le cas est plutôt politique que judiciaire. Mais moi, j'ai quand même confiance en la justice. Revenons aux dynamiques du Rassemblement national par rapport aux élections municipales. Le RN a fait de bons scores aux dernières élections en Alsace. Aux législatives, il est arrivé en tête au premier tour dans 11 des 15 circonscriptions. Aux européennes, 33% des voix, c'était 11 points de plus qu'en 2019. Est-ce que vous espérez bénéficier de cette dynamique et est-ce qu'il y a quand même une différence avec une élection locale, celle de maire ? Il y a un peu des deux. Il y a une dynamique parce qu'effectivement, il y a un travail de terrain qui est fait depuis des années. Nous avons effectivement un porte-parole, que ce soit Marine ou Jordan, qui apporte aussi des voix. Et après, il y a, moi je le vois, une reconnaissance de nos travaux. On est connus. C'est vrai qu'à chaque fois, au deuxième tour,
Il y a des difficultés parce qu'on a un barrage devant nous. Il y a des associations qui ne sont pas si naturelles que ça pour faire barrage contre nous. Mais on résiste. On a eu quand même un élu à Wissembourg, Théo Bernard. Donc la glace se brise malgré toutes les embûches. Vous voyez, vous faites là ce soir le répertoire, l'annuaire de toutes les polémiques, mais les gens n'entendent plus ça. On le voit très bien qu'il y a une campagne de dénigrement. On va nous chercher des poux, on va nous chercher des choses. Il y a ça d'un côté. Qui c'est on? Les médias, bien sûr. On cherche des poux au Rassemblement national et pas aux autres partis. Ah oui, alors là, complètement. Ah d'accord, on ne parle pas des affaires judiciaires des autres partis, d'après vous? Non, pas du tout. D'accord, ni les médias locaux, ni les médias nationaux. Malheureusement, il y a toujours un focus sur nous à chercher là ce soir. C'est quoi le rapport avec les assistants fictifs? Mais c'est pas moi qui vous en ai parlé. Moi j'ai parlé de Perpignan. Moi, oui, vous avez parlé de David Rachlin en parlant de procédures judiciaires. Je vous ai parlé de Perpignan et vous, tout de suite, il fallait parler des assistants fictifs. Voilà, il faut tout de suite. Parce que c'est vous qui avez dit qu'étant donné qu'il y avait une procédure judiciaire au niveau de David Rachlin. On est habitué à ce type de campagne. Écoutez, Virginie Joron, on est là pour que nos téléspectateurs strasbourgeois et strasbourgeoises vous connaissent en tant que candidate du Rassemblement national pour ce prochain scrutin. Je pose des questions, vous pourrez revoir si vous le souhaitez en replay les Alsace politiques précédents avec les autres candidats. Voilà, et je peux vous dire qu'on ne fait de cadeaux entre guillemets à personne et qu'on n'est plus gentil ni avec personne ni avec qui que ce soit. Donc on essaye d'aller au fond des sujets. Ce sont de vraies questions. Vous dites que les Français, que les Strasbourgeoises peut-être n'en ont rien à faire des polémiques. Il n'empêche que ce sont des faits. Il y a des procédures en cours. J'ai dit qu'il y a une campagne de dénigrement qui est toujours à charge. Et de toute façon, nous sommes habitués. Ce qui n'empêche pas une partie des électeurs de nous faire confiance. On le voit au fur et à mesure des élections. C'est ce que je viens de dire d'ailleurs, que vous aviez eu de bons scores. On le voit au fur et à mesure des élections. Et puis après, il y a effectivement un contexte économique et un bilan d'Emmanuel Macron qui fait qu'aujourd'hui, les gens veulent passer à autre chose. Et nous, on est là pour répondre à cette demande. Alors Emmanuel Macron, c'est au niveau national. Vous, ce qui vous intéresse plutôt, c'est le bilan de Jeanne Barséguian à Strasbourg. Quelles sont vos priorités pour Strasbourg en 2026 ? Alors déjà, il faut absolument redresser l'attractivité de Strasbourg. Cet après-midi, nous étions en débat avec une association qui parle pour les commerçants de détail et aussi de shopping center, parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est quand même en alerte, parce qu'il y a une concurrence, on le voit très bien, féroce avec le e-commerce. Donc nous avons eu ce rapport qui nous a été présenté sur le problème des vacances. Et donc, quand on a ce sujet sur la table, on voit bien que ça a une répercussion sur l'emploi. On a une répercussion sur l'accès au logement. On a une répercussion sur l'accès tout simplement à la ville. Et donc, c'est une de mes priorités, c'est comment refaire vivre le cœur de Strasbourg. Et la réponse que vous apportez, c'est concrètement, comment on fait ? C'est un plan d'attaque, c'est-à-dire qu'on va rendre de nouveau accessible la ville. Je pense que le problème du stationnement est un frein énorme à l'envie des gens de revenir sur Strasbourg. Et puis depuis 6 ans, on a fait une espèce de guerre contre les automobilistes. La ZFE, des pistes cyclables en veux-tu, en voilà. Des zones piétonnes, où d'ailleurs les zones piétonnes ne sont pas respectées, vous avez partout, ça défile partout, les trottinettes, donc une insécurité, un problème de propreté, avec notamment le retour par Mme Barséguian de l'arrêté anti-mendicité qui pourtant avait été mis en place par M. Roland Ries. Moi, je veux le remettre en place tout de suite, parce que pour moi, ça a été finalement l'ouverture à la dégradation de la ville de Strasbourg, en faisant revenir des marginaux, en faisant revenir des punks à chiens, en faisant revenir finalement un sentiment d'insécurité qui s'est dégradé au fur et à mesure. Problème d'accessibilité, problème de propreté, problème d'insalubrité, problème finalement de sécurité, parce que toute la journée, vous devez faire attention, effectivement, si avec tous ces marginaux, on voit bien aujourd'hui avec cet exemple, de problème d'alcoolisme dans les rues. Alors on interdit aujourd'hui à un gérant de Super U de vendre de l'alcool, alors que c'est pas son travail. Lui, ce qu'il veut, il veut être attractif, il veut vendre, il veut être rentable. Donc effectivement, un plan d'action pour Strasbourg, pour qui est en cours d'élaboration avec votre équipe pour exactement, puisque nous, contrairement à Mme Barséguian, moi je ne prends pas mes décisions en silo. C'est-à-dire que ça fait partie du programme. C'est-à-dire il faut de la concertation, il faut de la coopération, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pour cette raison que sur les marchés, on est là, on a mis en place une adresse email pour recevoir toutes les suggestions.
toutes les critiques, parce qu'il faut aussi l'entendre, et aussi tous les aménagements à prévoir. Donc, ça marche très bien. Sur la propreté, vous avez publié une vidéo il y a quelques semaines qui a fait beaucoup de bruit parce que vous l'avez reconnu vous-même, vous avez utilisé des images générées par intelligence artificielle pour montrer des détritus dans les rues de Strasbourg qui n'étaient pas des images réelles. C'était pas la vidéo qui devait montrer ça. La vidéo, c'était pour annoncer ma candidature et pour parler du problème de la cherté du stationnement qui est un frein à l'envie d'aller dépenser à Strasbourg. Et effectivement, j'ai parlé à la fin un peu de propreté. Et comme vous savez très bien, l'intelligence artificielle générative, quand on dit générative, c'est généré à partir du vrai. Donc, mais ça veut dire que le réel ne suffisait pas ? Il n'y avait pas des images suffisamment fortes? Vous conviendrez que c'est étonnant. Non, en plus elles étaient atténuées, elles atténuaient finalement la réalité. Donc c'est pour cette raison que je l'ai enlevée. J'ai dit bon, je vais remettre la réelle. Et d'ailleurs vous avez bien vu c'est encore pire en réel. C'était peut-être pour montrer un peu la modernité du message. Je veux dire, aujourd'hui, on est tous, tout le monde utilise ces nouveaux outils que moi je trouve formidables pour le coup, qu'il faut bien maîtriser. Et c'est pour cette raison que, grâce au fait que je travaille sur le sujet, sur l'intelligence artificielle Act, et notamment on va faire un nouvel omnibus pour un petit peu réaménager le dossier, parce qu'il faut faire attention. C'est un outil qui est formidable, effectivement, il faut bien l'utiliser, et il faut former les gens à l'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre, en tant que décideur politique, demain, c'est amener les gens à bien l'utiliser. Effectivement, la problématique, et elle était réelle, c'était que c'était pas assez bien exposé, c'était pas assez bien communiqué sur le fait, ça se voyait puisque tout le monde a réagi. Mais il faut peut-être pour les gens, ceux qui sont novices, qui aient un peu plus, moi j'ai demandé à Meta par exemple, Meta à Google, puisque je travaille avec eux sur ces sujets à Bruxelles. Il va falloir absolument que ça soit beaucoup plus visible pour permettre de continuer le développement de cet outil qui est formidable, qu'on pourra utiliser même dans cette collectivité territoriale. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui trouvent que c'est malhonnête de montrer des images qui sont générées par l'intelligence artificielle dans le cadre d'une campagne pour une élection? Alors là aussi... Malhonnête pour qui? Moi, j'ai pas lu tous ces commentaires dans la malhonnêteté. Après, il faut voir, est-ce que c'est l'utilisation à mauvais escient ou pas? C'est ça la différence qui va faire que c'est malhonnête. C'est ça la différence, c'est pas la véracité ou non? C'est comme les deepfakes. Qu'est-ce que c'est un deepfake? On va utiliser une image artificielle pour salir une personne, pour dénigrer une personne. Là, non, vous avez bien vu aussi, il y a un cas d'une agence de tourisme qui a utilisé l'intelligence artificielle pour valoriser. Si l'intention, elle n'est pas malhonnête... Pour vous, c'est ça qui fait la différence. C'est pas le fait que ce soit vrai ou pas vrai. C'est l'intention qui doit être. C'est l'intention. C'est l'intention. Si on l'utilise à mauvais escient ou si c'est pour trahir, bien sûr qu'il faut border et que ça sera ça la limite, notamment de l'utilisation de l'IA. Sinon, c'est vrai qu'il va y avoir et on le voit déjà à présent avec l'utilisation des deepfakes, qui sont donc des images, comme je dis, qui sont des vraies images pour le coup, mises sur des corps qui sont différents, qui sont utilisés notamment pour faire des films pédopornographiques. Fake voilà. Veut dire faux en anglais voilà. Quand même. Donc là, oui, là c'est la limite de l'utilisation de l'IA, mais là c'est encadré. Il y a le DSA, le Digital Services Act, et qui fait qu'on limite cette utilisation. Donc c'est l'intention qui fait la différence Exactement. Pour vous. Votre projet municipal, il faudra de l'argent, évidemment. Or, on le sait, les caisses dans beaucoup de collectivités, et c'est le cas aussi à Strasbourg, sont relativement vides. Comment vous trouvez de l'argent pour financer tous vos projets? C'est forcément une question que vous vous êtes déjà posée. D'abord, avant de parler d'argent, on va parler où sont les dépenses. C'est pour cette raison que là, j'ai récupéré le rapport de la Cour des comptes, qui est quand même assez accablant. Parce qu'il faut d'abord un bilan avant de parler d'argent. Sur Strasbourg. Sur Strasbourg. Mais ça, c'est un fait, vous le dites vous-même, la Cour des comptes. La Cour des comptes, quand même, dénonce l'utilisation des deniers publics, elle propose des 6 recommandations. Donc moi, je vais m'appuyer sur ce rapport, et puis je vais rien inventer toute seule. Je prends le rapport, je veux faire une audit, et je veux voir effectivement où le bas blesse. Et en fonction, effectivement, du fléchage que Mme Barzeghian a engagé pour la ville de Strasbourg, eh bien, on rectifiera le tir. Moi, avant de parler d'argent, c'est d'abord les dépenses.
C'est d'ailleurs pour cette raison que notre projet au niveau national, c'est de ne pas continuer à taxer et surtaxer. Oui, ne pas augmenter les impôts, ça fait partie du programme national. Exactement. Du Rassemblement et c'est la même chose pour nous. Il faut pour qu'une ville soit bien gérée, il faut d'abord comprendre où est passé l'argent, pour voir quel sera notre levier pour pouvoir rectifier le tir. Moi, justement, pardon, je vous coupe, mais les leviers ne sont pas... il n'y en a pas d'État. Je me permets une dernière fois de parler de David Racheline, qui lui a fait le choix, et c'est un choix parce qu'il faut faire il y a des priorités, effectivement. Il a baissé au début de son mandat le budget des écoles de la ville de Fréjus de 20%. Est-ce que ça peut être une variable d'ajustement pour vous, l'éducation, par exemple? Non, pas du tout. Je pense que l'éducation, surtout dans la gestion des cours élémentaires, c'est les bases de l'apprentissage. Donc on n'augmente pas les impôts, on garde les budgets les plus importants. Je pense qu'il y a des priorités. Il faut quelques pistes. Bien sûr, mais en tout cas pas au regard de l'éducation. C'est important de développer les crèches parce que, encore une fois, Strasbourg doit être attractif. Il faut des crèches, il faut des places pour les enfants. Moi, j'irai plus loin. Moi, je suis alertée par des parents qui ont des enfants autistes. Et aujourd'hui, il y a un manque de place. Il y a même pas de prise en charge. Donc, sur chaque poste, effectivement, il faudra voir où va l'argent, comment est-il dépensé. Moi, je suis pas dogmatique. Contrairement, le constat, il est là. Oui, mais contrairement, vous allez devoir travailler avec ça. Bien sûr, je ne suis pas dogmatique. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas comment dire, avec un bâton à dire aux gens, vous allez devoir rouler en vélo. Je ne suis pas dans la transition écologique qu'on nous a fait avaler à coups de marteau par rapport à cette gestion. Ce n'est pas du tout ce que je souhaite pour la ville de Strasbourg. Moi, je suis très, très pragmatique. S'il y a quelque chose qui a fonctionné, qui ne coûte pas cher pour la ville de Strasbourg, on va le conserver. Et dans l'éducation, pour le coup, ça fait partie d'une des priorités. Mais si, par exemple, je vais vous donner un exemple. Association de quartier. Moi, j'ai rien contre les associations. Une association qui est payée par les deniers publics doit représenter tout le monde. Moi, on m'invite dans une association de quartier. Du centre socioculturel de la Montagne Verte, la semaine dernière. Qui est financé par les deniers publics. Et puis à la fin, on m'invite et on me dit non, tu ne prendras pas la parole. Alors, très rapidement, parce que le temps file, nous avons contacté le centre socioculturel de la Montagne Verte qui nous a dit que vous n'étiez pas individuellement invité. Vous étiez invité personnellement dans d'autres centres socioculturels. C'est ça la démocratie. Écoutez, c'est leur droit. Ils estimaient que les valeurs du Rassemblement national n'étaient pas... Ce sont leurs droits. En tout cas, c'est leur explication. De tous les Strasbourgeois, donc c'est merveilleux. Donc, le fin mot. Oui, bien sûr, mais j'entends ce que vous dites. Et ça ne vous choque pas. C'est une association de quartier qui est payée par tous les Strasbourgeois, une petite association qui décide dans son coin, alors que l'organisme qui gère toutes ces associations n'ont pas passé ce message. Il n'y a que celle-là de la Montagne Verte. Et en plus, pour le coup, il y avait un pôle démocratie locale. Je les ai écoutés, on m'a dit le jeu, vous êtes là, vous écoutez, vous vous taisez. Mais c'est ça, ce type de problématique. Moi, je ne veux pas que les Strasbourgeois payent des associations qui finalement prennent leur argent, mais finalement ne veulent pas leur voix. Donc ça pourra faire partie d'une source de recettes, peut-être, si vous êtes élu. Très rapidement, parce que le temps file. Des associations militantes et qui, en plus, ne respectent pas une valeur fondamentale. On leur enlèvera les subventions si vous êtes élu demain, Virginie Joron. C'est une valeur qui doit être partagée par tous les candidats. Et en plus, j'étais étonnée que tous les candidats qui aujourd'hui la montent sur le banc de droite. Qui avait été invité pour le coup. Oui, mais moi j'étais invitée par l'organisme qui chapeaute socioculturels, pas par celui-ci. Eh bien, là aussi, alors on invite tout le monde sauf moi. On invite écoutez, à votre anniversaire, vous invitez qui vous avez. Mais là, on est dans les élections municipales, on représente la démocratie. Très rapidement, une toute dernière question, parce qu'il faut absolument qu'on termine cette émission. On est le 4 décembre 2030, ça fait près de 5 ans que vous êtes maire. À quoi ressemble Strasbourg en une phrase, Virginie Joron? Elle est magnifique, elle est comme l'image que vous avez pu voir peut-être si vous avez eu la chance de voir la cathédrale de luminescence, c'est-à-dire authentique et moderne. On aura atteint notre transition, je dirais, digitale pour améliorer le quotidien des Strasbourgeois qui ont été heureux de revenir à Strasbourg en dépensant de l'argent, en allant au marché sans une taxe peut-être qu'on aurait pu leur imposer. Et donc, encore une fois, c'est une proposition d'un candidat qui n'est pas élu, oui, Florian Cobrin de la France Insoumise. Malheureusement, tout est possible avec ces gens. Mais si vous êtes élu, ce ne sera pas lui, donc forcément, ce ne sera pas payant. Avec plaisir. C'est peut-être ce qu'on peut se dire. Merci Virginie Joron. Je rappelle que vous êtes la candidate du Rassemblement national aux élections municipales de Strasbourg. Merci d'avoir été avec nous dans Alsace Politique.